bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un aspect particulier du paiement en ligne, celui du wallet. En effet, vous le savez, les consommateurs veulent avoir le choix dans les solutions de paiement et le wallet en fait partie. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Tellier, la directrice marketing partenariat monde chez PayPal, qui était anciennement DG France de PayPal. Bonjour Caroline, avant qu'on ne parle paiement et e-commerce, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, j'ai 39 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et je suis parisienne, j'ai grandi à Paris. Je suis parisienne pour encore quelques jours puisque je m'expatrie à New York à la fin du mois pour entamer un nouveau chapitre chez PayPal, puisque ça fait 9 ans, depuis hier, 9 ans, donc beaucoup d'anniversaires, que j'ai rejoint PayPal et j'étais donc DG France pendant ces 3 dernières années. Et là, je prends un rôle global au sein de l'équipe marketing, je t'en parlerai. Donc, c'est encore un nouveau service que je teste puisque j'étais au produit, j'ai commencé au produit, ensuite dans l'équipe commerciale, puis business. Et là, je rejoins le marketing pour un rôle mondial. Bon, et ben effectivement, on va en parler avant qu'on ne rentre dans les détails à la fois de ton nouveau job et puis toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Est-ce que tu peux me dire quelle est la formation initiale que tu as fait? Tu es ingénieur, tu es, je crois, un ingénieur. Exactement, je suis ingénieur, j'ai fait l'école centrale, Paris. Et à l'issue de cette formation, tu as intégré Bain. Ouais. Et c'était quoi le moteur de l'intégration d'un cabinet de conseil comme Bain? Alors, en fait, le moteur, il n'était pas à l'origine pour Bain. Donc, moi, j'ai 2 parents qui sont entrepreneurs. Et j'avais envie de combiner mon parcours d'ingénieur avec l'entrepreneuriat. Et à l'époque, quand je suis sortie d'école, je rêvais de monter une entreprise où j'allais révolutionner quelque chose. Donc, je rêvais d'être inventeur ou inventrice. Et en fait, j'ai terminé mon cursus chez à Centrale par une année d'entrepreneuriat. C'était la filière Centrale Entrepreneur. Et je n'ai pas trouvé l'idée géniale ni l'équipe qui m'aurait permis de rejoindre un projet. Et j'ai commencé à regarder d'autres alternatives autour de l'entrepreneuriat et notamment tout ce qui était venture capital en me disant peut-être que je peux aussi regarder ce monde-là du côté financement. J'ai pas non plus rencontré énormément d'offres parce qu'à l'époque, on me disait que c'était un secteur qui recrutait pas de juniors. Donc, j'aurais pu trouver un stage quelques mois, mais il n'y avait pas forcément de suite. Et c'est à ce moment-là que... j'ai regardé ce que faisaient mes camarades et beaucoup partaient à l'époque vers le conseil. Il se trouvait que Bain avait une cellule de private equity et à l'époque, ils me l'ont un peu vendu comme justement la cellule de financement qui pouvait faire avoir une logique avec mes envies de rentrer dans le monde de l'investissement. Ce qu'au final était complètement différent de l'investissement de start-up. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix sur Bain et je suis rentrée chez Bain en 2005. En janvier 2005. Tu rentres début 2005 chez Bain. Chez Bain, comment se passe l'arrivée en fait dans un cabinet de conseil? Tu es junior, tu as un cerveau bien fait, tu sors de Centrale, mais enfin, il n'empêche que face à la réalité du business, il faut encore apprendre, à mon avis, un certain nombre de choses. Comment ça se passe pour toi? Ouais, alors c'était pas évident parce que on apprend énormément de choses dans un parcours scientifique et ingénieur, mais peu de choses en rapport avec le business. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez challengeant en fait de rentrer comme ça dans les problématiques business, d'autant que j'avais pas du tout fait de stage en lien avec le business. J'avais pas fait de stage. Je sais que beaucoup à l'époque faisaient des stages en audit ou dans le conseil. Moi, je suis arrivée, premier job, embauchée. Voilà, j'étais pas stagiaire, j'étais vraiment employée. Et j'ai trouvé que les premières missions étaient vraiment difficiles de passer justement de l'éducation scientifique théorique au monde du business. Donc ça m'a appris énormément, très rapidement. Et du coup, voilà, même si j'y suis un peu arrivée, on va dire par hasard, j'y suis restée plusieurs années parce que j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Et alors, c'était quoi le type de clients qu'on te demandait de suivre et qu'est-ce que tu faisais pour eux? Alors, c'est amusant parce que le premier client pour lequel j'ai travaillé, c'était un client du e-commerce, c'était Cdiscount. Quand j'essaie de me souvenir des recommandations qu'on avait
qu'on avait mise sur le papier pour un Cdiscount, ça va complètement à l'opposé de la route qu'ils ont prise. Ouais. Et au final, ils ont bien fait, je pense. Donc, c'est aussi amusant de voir à quel point parfois, les consultants peuvent avoir des bons conseils et parfois pas forcément ceux... on ne peut pas dire que ce ne soit pas les bons parce que finalement, si ça n'a pas été suivi, personne ne sera. Mais en revanche, souvent, je sais que c'est une frustration pour les consultants de laisser des slides et de jamais savoir si le client va vraiment prendre la route qu'on lui a désignée. Et en l'occurrence, clairement, là, avec Cdiscount, ce n'était pas la route qu'on lui avait désignée. Donc voilà, intéressant de voir qu'ils s'en sont sortis très bien quand même. Et ensuite, j'ai beaucoup fait de missions pour le secteur financier. Donc beaucoup de missions pour des banques, des grandes transformations et là, c'était quoi le type de mission, si tu peux un peu le type Ouais, c'était des fusions, acquisitions, c'était de la rationalisation après des acquisitions d'entités. J'ai fait une mission aussi... En fait, j'ai fait des missions complètement différentes dans ces services financiers. J'ai une mission pour Monaco, où on devait aider le prince à redynamiser la place financière pour lui donner une image vraiment de place financière moderne. On avait travaillé sur des extensions sur la mer, je me souviens, pour abriter tous les hedge funds européens. Donc voilà, complètement différent. Ensuite, j'ai travaillé pas mal en Turquie et en Ukraine pour des filiales de BNP, pour créer des synergies entre leurs différents métiers à l'international, donc notamment sur tout ce qui était crédit, leasing. Et c'est marrant parce que je me souviens presque plus des gens que j'ai rencontrés et c'est quelque chose qui est un fil rouge aussi chez moi dans ma carrière, c'est les relations et finalement je trouve que les choses se passent tellement bien quand on noue des vraies relations personnelles avec les gens avec lesquels on travaille. Donc quand je pense à ces missions, je pense plus aux gens avec qui je travaillais qu'aux slides et qu'aux recommandations qu'on a pondues à l'époque. Mais c'est hyper intéressant que tu dises que tu partages ce témoignage parce qu'il est finalement peu commun. Souvent, les personnes qui sont passées par des cabinets de conseil, spontanément, quand on leur demande qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience, ils répondent la méthodologie. Et parce que je sais que tu vas me dire que c'est aussi vrai, je le devine, mais toi, tu me parles d'abord de la relation avec les gens. Et tu dis que c'est un fil rouge parce que en fait c'est quelque chose qui est une valeur intrinsèque à toi et que vouloir nouer des relations avec les gens dans le temps et construire du business finalement grâce aussi à ça. C'est complètement une de mes valeurs et tu vois chez PayPal on dit très souvent company don't do things, people do. Et ça m'a toujours parlé cette phrase et peut-être que une façon aussi de l'illustrer c'est que alors, si tu me demandes ce que j'ai appris dans le conseil, évidemment, je vais te parler de structuration, du fait de savoir pitcher même une idée, enfin voilà, arriver à expliquer, arriver à raconter une histoire. C'est ce dont on parle dans le conseil, raconter son histoire. Mais moi, je vois aussi très bien ce que j'ai pas appris dans le conseil, qui est demander de l'aide. Parce que dans le conseil, on va toujours te dire, tu peux pas avoir des problèmes, il faut arriver avec des solutions. Et tu as cette pression de toujours arriver avec des solutions et de ne pas venir avec des soucis auprès un de tes managers et puis de ton client. Et du coup, moi, c'est peut-être comme ça que j'ai réussi à contourner le problème quand j'étais dans le conseil. C'est du coup de nouer des vraies relations avec les clients, avec les équipes chez le client pour arriver à résoudre ces problèmes ensemble et arriver à lever les tabous sur le fait que s'il y a des problèmes, et parfois c'est compliqué de trouver la solution. Et c'est vrai que je crée vraiment des relations en interne pour que y ait pas de crainte d'exprimer. C'est une forme de co-construction finalement, la relation que tu noues avec tes clients. Probablement. Ouais. Après, ce qui est amusant, c'est que je pense que c'était un peu ma façon de m'en sortir et de me rassurer quand j'étais dans le conseil. À l'inverse, quand je suis arrivée chez PayPal, au bout de quelques semaines, mon manager m'a dit « Il y a un vrai souci, tu ne sais pas demander de l'aide, donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas censé savoir tout. Et c'est super, c'est super si dans nos points, tu me montres que tout avance bien, mais c'est aussi important que tu me montres ce qui n'avance pas et là où il faut que on unisse nos forces et où je peux t'apporter quelque chose. » Donc, tu vois, quelque part, ce que j'ai appris un petit peu à faire dans le conseil, ce n'était pas forcément non plus très visible quand je suis arrivée en entreprise parce que je pense que c'est un tel niveau d'exigence dans le conseil
tu as du mal à te rendre compte que oui, en fait, dans l'entreprise, on est tous là pour s'aider. Et justement, companies don't do things, people do, parce que les gens sont là pour résoudre ensemble les problèmes. Et on n'attend plus de toi que tu sois... et d'ailleurs, c'est important aussi quand tu diriges une équipe de faire en sorte que tes problèmes soient les problèmes de l'équipe et de ne pas arriver toi avec tes solutions pour créer de l'émulation et créer de l'envie. Je partage fortement ce sens du management qui est aussi confiance, co-construction et droit à l'erreur. Exactement. C'est des valeurs cardinales pour moi dans le management. Apprendre à dire qu'on ne sait pas et on ne peut pas tout savoir. Donc, à un moment ou à un autre, il faut savoir le dire. Et je pense que le droit à l'erreur, c'est aussi une très bonne façon de l'exprimer. J'ai vraiment peu senti dans le conseil que j'avais le droit à l'erreur parce que justement, tu as cette double couche d'exigence qui est à la fois une exigence envers ton management dans le cabinet et ensuite tu repasses au grill face au client et c'est vraiment la pression qu'on te met. Alors que chez PayPal, alors je ne sais pas comment c'est dans d'autres entreprises, mais c'est vrai que chez PayPal, je trouvais qu'il y avait un rapport à l'erreur qui était vraiment exemplaire. Et moi, j'ai un CEO qui souvent nous a dit vous avez la permission to win. Vous avez la permission de réussir. Ce qui se traduit par pour réussir, parfois, il faut savoir échouer. Là où je trouvais que c'était beaucoup plus punitif dans le monde du conseil. Et souvent, j'oppose le côté punition versus permission. Et je trouve que les cultures d'entreprise où tu as vraiment cette permission de tenter, d'itérer, d'échouer, de réussir. Intellectuellement, en plus, tu es dans un confort qui est quand même bien supérieur. Exactement. Quand tu sais que tu peux te tromper, en fait, parce que tout le monde se trompe. Donc, c'est comme interdire de respirer. De toute manière, tu vas te tromper. Exactement. Donc, autant faire avec et admettre que tu vas te tromper. Complètement. Après, c'est un peu galvaudé parce que je trouve qu'on entend de plus en plus de gens citer les Mandela et autres citations qui vont t'expliquer qu'en fait, échouer, c'est pas grave parce que quand t'échoues, t'apprends et pas forcément tenir cette promesse. Moi, la petite anecdote que j'ai, c'est que le premier projet... Quand je suis arrivée chez PayPal, je devais m'occuper de du lancement d'un produit de crédit qui était complètement nouveau, notamment pour la France, qui est un marché très spécifique sur ce secteur-là. Et en fait, en quelques semaines, j'ai tué le produit qu'on m'avait demandé de lancer parce que j'étais convaincue qu'il n'allait pas fonctionner. Et d'ailleurs, j'avais interviewé pas mal de clients et je voyais que ce n'était pas du tout le produit qu'il fallait qu'on lance. Et donc, concrètement, j'ai tué mon job en quelques semaines. Et à la fin de l'année, il y a eu une espèce de cérémonie de récompense des meilleurs projets, des meilleurs employés. Et dernière récompense, elle est pour moi et c'est la récompense du plus gros mot de tête. Et j'ai trouvé que le fait quand même qu'on me mentionne en me disant c'était pas quelque chose de facile, t'as assumé le fait que ça marchait pas du tout ton produit et du coup t'as pris une bonne décision qui était de le tuer. Pour moi c'était un signe que visiblement on savait reconnaître que parfois il fallait échouer pour pouvoir avancer et rebondir. Et ce qui est important pour compléter tes propos, c'est pas de définir des phrases et des concepts et puis de dire comme voilà les fameuses phrases à la Gandhi. Il faut que ce soit concret et que ce soit vérifié par les équipes. Ce que j'aime bien dire, tu vas me dire si tu valides ça, mais je devine que oui. Je dis aux équipes, vous avez le droit de vous tromper. Parce que moi, je vais me tromper. Et je ne voudrais pas que vous considériez que parce que je suis votre manager, je n'ai pas le droit de me tromper, que je ne peux pas faire des erreurs. Donc je vais en faire. Il faudra juste admettre que je vais en faire. Et moi, je vais admettre aussi que vous en fassiez. Et quand il y a une sorte de réciprocité dans le droit à l'erreur, l'expérience m'a prouvé que ça marche. On peut avancer bien. Exactement, tout le monde a le droit à l'erreur. L'important, c'est de se rendre compte assez rapidement de tes erreurs parce que je vois aussi beaucoup de gens insister. Et en fait, l'erreur, elle n'est pas grave si très vite tu t'en rends compte et tu es capable de passer à autre chose. Voilà, il l'a corrigé. Et d'en tirer des conclusions. Exactement. Tu restes 5 ans chez Bain. Ensuite, tu décides de monter ta boîte. Qui s'appelait, je ne sais pas, ça s'appelle encore Addict Trip. Ouais. Pourquoi, comment ça se passe ce changement? Parce que là, c'est un gap qui est quand même conséquent de changer, de partir de quelque chose qui finalement avait une forme de confort. Tu savais où tu étais, où tu mettais les pieds, il y avait probablement des évolutions possibles. C'est généralement bien payé, ce genre de job. Pourquoi tu fais ça
Alors, confort, oui et non, parce qu'à nouveau, pour moi, le conseil a été un moment avec des hauts, des bas, beaucoup d'exigences et parfois trop d'exigences, j'ai trouvé. Trop de pression, en fait. Moi, je suis d'un naturel assez anxieux, finalement, et donc je me mets de la pression toute seule. Donc, je trouve que quand tu sais te mettre de la pression tout seul, qu'on te rajoute 2 couches de pression en plus, c'est compliqué parfois. Donc, mes 2-3 premières années, j'ai avancé parce que j'apprenais des choses, je voyais plein de choses différentes. C'est vrai qu'ensuite, j'ai commencé à cumuler un peu les missions dans les services financiers et puis à me rendre compte que j'apprenais moins. Et puis, j'avais toujours dans ma tête cette volonté d'être entrepreneur. Donc, c'est vraiment quelque chose c'était un rêve que j'avais envie de réaliser. En fait, il y avait plusieurs choses. Donc, il y avait effectivement peut-être la lassitude du conseil, la petite voix dans ma tête sur l'entrepreneuriat. Et puis le fait que de plus en plus je m'éloignais de ma formation d'ingénieur, ce qui me peinait, en fait, ce qui me coûtait. Je me disais, mais pourquoi j'ai passé autant d'années à résoudre autant de problèmes scientifiques et tout d'un coup, j'en ai plus besoin et voire j'oublie ce que j'ai appris. Et donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions à un moment donné. Voire, à un moment donné, j'ai essayé de me réorienter vers l'astrophysique. D'accord. Voilà, en me disant, en plus, j'ai envie de faire ce que j'aime, ouais, donc je vais voir si je peux pas faire ça. Exactement. Et en fait, bah voilà, j'ai découvert le business, mais finalement, moi, je suis une ingénieure et du coup, j'ai choisi un secteur d'ingénieur qui était vraiment très très pointu. Et donc, j'ai regardé cette piste-là. En même temps, chez Bain, j'étais pas la seule à me lasser. Et en fait, le cabinet prévoyait aussi des espèces de programmes avec les entreprises avec lesquelles on travaillait, qui s'appelaient des externships, pour pouvoir passer 1 an chez une entreprise cliente et découvrir le monde de cette entreprise, pas avec les yeux du consultant, mais vraiment avec les yeux d'un opérationnel. Donc, on avait des missions très opérationnelles qui étaient négociées entre PayPal et l'entreprise. Entre Bain et l'entreprise. Et ce que promettait Bain, c'était de garantir le salaire, parce que, bon, et comme tu le disais, on est bien payé dans le conseil. Et donc, voilà, j'ai eu un peu ce moment où il a fallu que je choisisse entre devenir astrophysicienne, partir 1 an chez Saint-Gobain, parce que j'avais trouvé un super externship chez Saint-Gobain avec une vraie dimension ingénieur qui me plaisait beaucoup. Et tout d'un coup, un copain de Centrale qui revient me voir en me disant bah voilà, je revends mon entreprise à mes associés, j'ai envie de partir sur un nouveau projet dans l'internet, je commence à regarder des choses sur le voyage, qu'est-ce que t'en penses? Là, on devine que c'est la piste voilà. que tu as choisie. La piste astrophysique, elle s'est fermée parce que peut-être que j'attendais les bons arguments pour pas le faire ou les mauvais arguments pour pas le faire. Donc concrètement, j'avais 25 ans mais j'étais trop vieille et j'étais une femme. Donc ça, c'était les mauvais arguments qui m'ont convaincue de pas le faire. Et puis après, il restait Saint-Gobain et ma start-up et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui dans 2 ans se représentera peut-être pas et je regretterai toute ma vie de pas avoir fait. Et je me suis dit, allez, il faut que je parte sur cette start-up. En plus, Bain était hyper enthousiaste. Ils m'ont dit, écoute, ouais, c'est pas un externship standard, mais si tu veux, on trouvera une façon de le faire fonctionner. Et donc, j'ai rejoint Frédéric, mon copain d'école. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous les deux, chez lui ou chez moi, un peu sur notre feuille blanche, en nous disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on construit? Et alors là, c'est là que tout commence. Comment on fait naître une idée? Eh bien, on fait naître une idée, je trouve, souvent pour répondre à ses propres besoins. Et tu vois, moi, chez PayPal, on a vraiment ce positionnement entre les consommateurs et les marchands. Et pendant longtemps, je me suis trouvée beaucoup plus créative du point de vue consommateur, parce que moi-même, je suis une consommatrice. Moi-même, j'achète en ligne, j'achète avec PayPal. Donc souvent, je me disais, bah tiens, voilà les frictions que j'ai aujourd'hui quand j'achète sur Internet. Comment on peut y répondre? Et du coup, comment PayPal peut jouer un rôle? Donc là, à l'époque, pareil, sur le voyage, je me disais, bah, c'est quoi les frictions que j'ai dans mes voyages? Et en fait, on partageait tous les deux ce constat qui était que c'était, que les gens partaient beaucoup plus souvent, moins longtemps. Donc il y a plusieurs années, les gens partaient 2 fois 3 semaines. Aujourd'hui, les gens partent 8 fois 3 jours. Et
que tu partes 3 semaines ou 3 jours, c'est aussi compliqué de préparer un voyage. Donc, même les statistiques Google prouvaient qu'en gros, tu passes en moyenne 17 heures pour préparer un voyage, que ce soit 3 semaines d'été ou que ce soit 3 jours d'un pont. Et donc, nous, l'ambition, c'était de se dire, OK, comment on fait en sorte que si quelqu'un part 3-4 jours, en gros, ça lui prenne pas plus de 2 heures pour préparer son voyage, parce que si cette expérience se renouvelle, t'as pas envie d'y passer ton week-end à chaque fois. Donc la promesse, c'est d'améliorer la préparation des short trips. Des courts séjours, exactement. Simplifier la préparation on appelle ça des city breaks, parce que donc, on voulait couvrir que des villes, et on couvrait 80 villes à peu près dans le monde. Et la façon dont on le pitchait, ce qui m'amuse maintenant, parce que c'était il y a exactement 10 ans, c'était de dire on va marier de l'intelligence artificielle au contenu voyage. Donc on va adapter les contenus voyage à nos utilisateurs grâce à de l'intelligence artificielle pour, leur permettre de trouver la destination. Parce que quand tu pars 3 ou 4 jours dans un mois, a priori, si tu as l'idée de partir à Lisbonne et qu'on te montre que c'est 2 ou 3 fois moins cher de partir à Rome ou à Madrid, tu vas peut-être changer. Voilà, tu es très flexible sur la destination. Par rapport au voyage de 3 semaines où tu sais, souvent, tu as ces moteurs qui te disent si tu pars un jour après et que tu reviens 2 jours avant, alors là, tu peux faire... Mais c'est le prix de ton billet. Bon, quand tu pars 4 jours, tu peux pas partir un jour après et revenir 2 jours avant. Sinon, tu pars pas. Donc, nous, on partait du principe que les gens étaient flexibles sur la destination. Et donc, on avait un outil qui permettait de trouver la destination la moins chère pour tes dates données. Et ensuite, l'idée, c'était de te montrer que les 15 hôtels, 15 restaurants, 15 boutiques, 15 bars, qui correspondaient à la fois à qui tu es, et ça, on l'apprenait de ta navigation sur le site et sur le web, et du contexte de ton séjour que tu nous donnais, parce que quand tu pars 4 jours, tu peux très bien partir en week-end romantique ou partir pour un enterrement de vie de garçon ou bien partir avec tes enfants, ce qui fait que tu ne recherches pas forcément les mêmes, choses, non non. Les mêmes activités. Indéniablement. Comment concrètement vous avez monté ça? Parce que vous aviez besoin de quoi pour... On avait besoin déjà de créer un site et de créer une techno. Et là, le choix qu'on a dû faire, c'était est-ce qu'on le fait en interne ou on le fait en externe. Et donc, on a décidé de le faire en interne avec une première erreur qui a été un très mauvais recrutement sur lequel on avait une intuition dès le départ que ça allait mal se passer. Et ça m'a du coup beaucoup appris sur le recrutement. Et souvent, on dit, dans le recrutement, il faut toujours se fier à son intuition. Je pense que c'est assez vrai parce qu'on paye cher les mauvais recrutements. Je pense qu'il, moi, m'a un peu pénalisé, c'est que en fait, ce que j'avais négocié avec Bain, c'était de partir pour 1 an, comme un externship standard. Et du coup, je voyais un peu les semaines passer. Et du coup, j'avais envie qu'on prenne des décisions assez rapidement, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais donc, ça nous a pris quelques mois. On a fini par trouver les bonnes personnes. On a créé notre équipe de développement en interne. Ensuite, on a recruté des stagiaires et une personne pour faire tout ce qui était marketing et animation du site. Et vous avez levé de l'argent? Vous aviez mis vous-même? On avait levé de l'argent. À l'époque, tu sais, il y avait ces avantages TEPA, où tu pouvais lever de l'argent auprès de business angels, de familles qui pouvaient défiscaliser en fait une partie de leurs investissements. Donc, c'était même 50% que tu pouvais défiscaliser. Du coup, vous avez levé combien? On a levé 2 fois 300 000 euros, à peu près. Et avec ça, vous avez recruté les équipes. Vous avez fait le développement. Ouais. Alors, les équipes, on les a aussi associées. Donc, notre directeur technique était aussi associé. Et effectivement, ça nous a payé la création du site. C'était la création du site et la base de données. Je pense qu'il doit y la avoir un enjeu du site et la base de données qui était fort. Oui, après, ce dont je t'ai pas parlé aussi, qui a été une super corde au départ, c'est qu'on travaille avec Central sur toute la partie algorithmique et intelligence artificielle. Donc en fait, on avait un partenariat avec l'INRIA et avec Central, et on avait des étudiants, enfin notamment une, dont le projet de doctorat était l'intelligence artificielle, et donc elle travaillait pour nous. Là, on est en 2010, là, 2011. Ouais, 2010. Ouais, 2009-2010. Ouais. Et en fait, notre site a été le cas d'application de son travail. Donc ça, c'était super. Ouais. Comment vous trouvez les premiers clients? Alors, on trouve les premiers clients de façon assez standard, en fait, en achetant des mots-clés sur Google. Et ce qui a été... En fait, l'acquisition de trafic,
c'est révélé être le sujet vraiment compliqué de notre modèle parce que donc, on n'était pas agence de voyage. Donc, une fois que tu trouvais ton vol et ton hôtel sur AddictTrip, en gros, tu étais redirigé vers une agence de voyage, Expedia, par exemple. Et la transaction se faisait chez eux. La transaction se faisait chez eux, pardon. Et sachant qu'eux prennent une commission à l'hôtel, donc nous, on prenait une commission d'Expedia. Donc, tu te retrouves à prendre une commission d'une commission du prix d'un hôtel, qui est quelques centimes à la fin, et à payer des mots-clés assez chers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, c'est la plus grosse industrie e-commerce. Donc, il y a énormément de concurrence. Et donc, je me rappelle à l'époque, pour acheter le mot-clé Hôtel Amsterdam, ça coûtait 4 €. Wow. Sachant que 4 €, c'était à peine ce qu'on gagnait si on arrivait à faire la vente. Or, tu vois les taux de... Tu parles du CPM, hein? Ouais. Non, je parle même du... si on vendait l'hôtel vendu par Expedia sur notre site, à la fin, la commission qu'on gagnait... c'était 4 €. C'était 1% du montant, tu vois. Je peux pas te dire exactement la commission d'Expedia, mais si c'est 10%, on va dire qu'ils gagnent 40 € et nous, 10% de ça, donc 4 €. Mais combien de gens tu transformes vraiment sur ton achat hôtel Amsterdam, c'est faible. Donc finalement, on avait un modèle économique qui était assez compliqué et qui marchait soit avec une grosse levée de fonds, parce que tu as besoin de gros volumes. Parce que tu as besoin de gros volumes et tu as besoin de gros investissements, soit sur la base d'une notoriété qui est compliquée à acquérir en peu de temps. Et tu vois, les sites de voyage qui se sont lancés à l'époque en même temps que nous, tu avais Liligo, par exemple, ou Evaneos, qui sont des sites qui existent toujours et qui fonctionnent bien. Mais je me rappelle que Liligo avait des pubs dans le métro, là où nous, on avait levé quelques dizaines de milliers d'euros. S'acheter une pub dans le métro, c'est plutôt quelques millions. Donc, effectivement, c'est un choix qu'on avait fait de lever moins, mais de se débrouiller et de créer de façon itérative notre base de clients. Et tu vois, avec le recul, je me dis que ça aurait été pas mal qu'on fasse un gros coup pour gagner en visibilité plus facilement. Et qu'on soit plus indépendant des Google et des sources d'acquisition de trafic qui sont coûteuses, en fait. Mais alors, comment l'histoire se termine Alors, l'histoire se termine, donc déjà... En fait, ce qu'on voulait faire, nous, c'était pas créer de contenu voyage, parce qu'on était choqués par tous les contenus qui existaient sur Internet, en disant, mais voilà, il y a 10 000 revues sur TripAdvisor, trouver des informations sur des villes, on en voit partout. Donc, comment on ne fait pas de gaspillage, comment on utilise le contenu existant et vraiment, on va le servir juste à la bonne personne. Or, on apprend que, en fait, quand tu réutilise des contenus existants du web, tu n'es pas indexé par Google. Non. Donc, en gros, on a dû finalement recréer nos contenus. Donc, on avait aussi... il a fallu créer il a fallu utiliser des journalistes et recréer du contenu dans les villes. Dont la mission était de recruter le contenu. Dont la mission était de produire du contenu. Oui, mais le contenu en lui-même, il a une mission. Tu produis du contenu pour le site, pour attirer du trafic. Pour attirer du trafic, et puis pour le servir ensuite aux clients qui voulaient aussi s'inspirer sur quelles activités faire dans la ville. Et au final, ce qui est amusant, c'est que l'algorithme, il ne nous appartenait pas. Donc l'algorithme, quelque part, celui de Centrale. Il est reparti à Centrale. Les moteurs de comparaison, finalement, à l'époque, on commençait à avoir pas mal de moteurs de comparaison. Alors même si on avait un moteur propriétaire sur des technos, en plus notre CTO revenait des US, donc tu vois, codait sur un langage très novateur à l'époque, donc on était très fiers de ça, mais finalement on était presque trop en avance. Et ce qui a pas mal plu, c'est nos contenus. Tu vois, à la base, on ne voulait pas finalement, c'était développer. Ça la valeur ajoutée. Voilà, et on a eu beaucoup de discussions à l'époque avec Le Point. Alors, ça ne s'est pas fait à la dernière minute, mais ensuite avec Transavia qui utilisait nos contenus. Et puis, c'est comme ça qu'on s'en est sorti, en fait, à redistribuer nos contenus. Moi, mon break a duré un peu plus longtemps, mais tu vois, je n'ai pas réussi à tirer trop sur la corde avec Bain. Donc, avant 2 ans, j'étais retournée chez Bain. On a fait vivre le site encore quelques mois parce qu'on avait plus de 70 000 visiteurs uniques par mois. Donc finalement, tu vois, en achetant plus de trafic, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ouais. Mais à un moment donné, on ne lui donnait pas les ambitions qu'on avait à l'origine. Et du coup... vous avez vendu, qu'est-ce que vous avez fait? Liquider? On a fini par liquider, on a cédé des contenus et puis on a liquidé le reste. Et puis voilà, on est rentré dans nos frais tous les deux. Et mon ami est reparti sur un projet... différent et moi je vais te raconter, mais voilà, je suis retournée
quelques mois chez Bain. Ça a été assez express. Ouais. Et je me suis très vite... Tu vois, à l'époque où je me disais, est-ce que je retourne dans la start-up? Est-ce que, justement, on lui donne une deuxième vie, un nouveau souffle? Je me suis fait chasser par PayPal. Et du coup, ça a été le début de l'aventure PayPal. Tu arrives chez PayPal, on est tout fin, tu disais, il y a 9 ans, donc décembre 2010. Ouais. Tu arrives chez 1er PayPal. décembre 2010. Tu arrives chez PayPal. Tu es dans quel état d'esprit? Parce qu'en fait, tu as vécu une sorte de zone qui n'était pas évidente, parce que tu étais à la fois plus ou moins avec un pied chez Bain, plus ou moins avec un pied dans ta start-up. C'est-à-dire avec un côté quelque chose hyper organisé, structuré, Bain, enfin voilà, et de l'autre quelque chose qu'on pourrait qualifier de plus créatif. Enfin, tu vois, plus permissif. Plus permissif, plus libre, plus enfin voilà. Et puis, tu arrives chez PayPal. Tu dirais qu'en fait, PayPal, ça a été l'entreprise qui a permis de réunir tout ça? Complètement. Ouais. Complètement. En fait, exactement. Tu as ce côté où, en fait, on est venu me chercher avec une super histoire en me disant, bah voilà, la consultante, experte des services financiers, plus l'entrepreneuse du web. C'est logique, c'est PayPal. Ouais. Sachant que moi, à l'époque, j'étais une petite cliente. J'avais créé un compte via eBay. Et si tu veux, j'avais pas du tout PayPal dans ma tête comme entreprise où aller travailler. Donc, ils ont fait un bon storytelling. Et ensuite, le job en lui-même était aussi super cohérent parce qu'à l'époque, donc, j'ai été recrutée dans l'équipe produit pour développer les nouveaux produits et services de PayPal en France et en Europe pour rendre PayPal pertinent pour les clients européens. Donc, c'est là où tu as commencé tout à l'heure, tu commençais à parler du crédit. De crédit. Ouais, alors typiquement, on m'a dit en gros, tu as feuille blanche, mais il y a ce truc-là qu'il faut que tu gères, qui est notre nouveau produit de crédit, que j'ai fini par tuer pour me focaliser sur d'autres choses. Mais la façon dont on me l'a pitché, c'est, voilà, on cherche des mini CEO, donc en gros, à toi de trouver les produits dans lesquels tu crois et qui vont rendre PayPal plus pertinent pour nos consommateurs, et tu seras responsable de ton business case, du développement, donc en relation. Mais ça donne avec quand même des explications vachement plus rationnelles à l'idée que tu as tué le produit crédit. Hein, c'est comme ça que c'est les mots que tu as utilisés. Ouais. Parce qu'il y avait une forme de... tu étais redevable du succès quelque part. Enfin, tu vois, si tu es mini CEO, il y a ça. Exactement. Donc, tu dis, ouais, mais moi, si je maintiens l'idée de lancer ce produit, je sais que ça va se planter, donc je vais me planter, donc il va falloir que je rende compte de ça. Ouais. Donc, je préfère, avant même qu'il y ait plantage, de dire que j'y crois pas et on arrête le projet. Ouais, ça donne quand même une forme de rationalité par rapport à ça, et on comprend pourquoi, en fait, ils ont fini par reconnaître la force de ta décision d'arrêter ça avant. Tu parlais des awards ou un truc comme ça. Oui, alors après, j'ai été complètement suivie, et je pense que ça a été aussi mon état d'esprit. Je sortais de ma start-up où j'avais envie de construire des choses qui fonctionnaient. J'avais appris aussi beaucoup de choses sur le fait que on ait dû arrêter cette aventure. Typiquement, moi, quelque chose que j'ai compris avec ma start-up, c'est ne jamais arrêter de dialoguer avec ses clients. Voilà, c'est quand on lance quelque chose, à la fin, c'est pour avoir des clients. Donc, c'est quand même eux qui... souvent, les gens ont beaucoup d'opinions sur ce qu'on fait, mais moi, j'essaye toujours d'écouter l'opinion des clients. Et quand je suis arrivée chez PayPal et qu'on m'a transféré des études qui avaient été faites sur nos futurs clients crédit, j'ai l'impression de lire noir sur blanc que en fait, c'était pas du tout le produit qu'ils voulaient qu'on avait construit. Raconte-nous le produit. En fait, raconte-nous quand tu arrives en 2011 globalement, comment le public français, le consommateur français, perçoit l'offre de PayPal. C'est quoi alors, à l'époque, donc 2010, on doit avoir un peu moins de 5 millions de clients en France. Et je pense qu'à l'époque, PayPal est encore très marqué eBay. Donc, très marqué sécurité. Mais sécurité liée au fait que tu aies peur d'acheter chez un vendeur dont tu n'as jamais entendu parler. Alors, quand bien même tu es la trame eBay, en fait...
achètes quand même sur un vendeur qui est sur eBay dont tu n'as jamais entendu parler. Donc voilà, PayPal est tiers de confiance associé financier. à la sécurité. Voilà, exactement. Tiers de confiance, sans confiance, pas de commerce. Donc voilà, 5 millions d'utilisateurs en France qui sont... Le principe de fonctionnement de PayPal, même si tout le monde le connaît, on le rappelle, tu as un wallet. Ouais, donc PayPal, tu crées effectivement ce wallet, ce portefeuille électronique. Donc tu vas sur Internet ou maintenant sur l'app, tu crées ton compte, tu enregistres un moyen de paiement, donc une carte ou un compte. Tu associes un mot de passe à ton compte et ensuite, dès que tu vois le logo PayPal sur un site, tu payes avec ton email et ton mot de passe ou ton numéro de mobile. Et ce qu'on a aussi énormément développé dans les dernières années, c'est le P2P. Donc, c'est le paiement entre particuliers, parce que c'est vrai que souvent PayPal est plus associé au bouton de paiement sur les sites e-commerce. Bien qu'aujourd'hui, donc, tu vois, on a fait doubler la base de clients. Aujourd'hui, PayPal, c'est 10 millions de clients actifs. Et la proposition de valeur parce que la proposition de valeur de PayPal, elle touche à la fois le consommateur final et dans le cadre du e-commerce, le marchand. Le marchand. Donc, il y en a deux et qui ne sont pas les mêmes. Non, qui ne sont pas les mêmes et qu'on essaie de réconcilier sur les notions de simplicité et sécurité. Donc, pour le consommateur, simplicité, tu payes avec un email et un mot de passe, voire parfois, tu prends Uber, par exemple, tu payes sans rien faire, en fait. Donc, d'où l'importance de la sécurité, parce que c'est ce qu'on dit, toujours, il faut essayer de réconcilier l'expérience fluide avec un maximum de sécurité. Et PayPal est une marque qui rassure aujourd'hui. Et nous, on aime bien parler de nos sécurités sous 3 volets. Tu vois, aujourd'hui, on dit 3 en 1 sur la sécurité. Tu as le fait que tu ne partages pas tes informations financières. Donc, si c'est ta carte ou ton compte que tu as dans ton wallet PayPal, jamais tu les partages. Avec le PayPal qui le connaît, jamais ce sera partagé avec un marchand. La deuxième chose, c'est tout ce qui est lié au fait que parfois tu ne connaisses pas le marchand et tu peux avoir des doutes sur le fait que ton produit va être livré ou que ton produit va ressembler à la description qui en a été faite sur le site, même un bien intangible. Typiquement, tu vois une chambre d'hôtel sur un site et tu arrives à l'hôtel, ça ne ressemble pas du tout. Tu as la garantie de PayPal et voilà, si tu n'es pas livré ou si ça ne correspond pas à ce que tu avais acheté, tu te fais rembourser et tu as 6 mois pour te retourner vers PayPal pour te faire rembourser un achat non conforme ou qui n'a pas été délivré. Et le troisième volet, c'est ce qui se passe après l'achat et donc les retours. Les retours, on sait que c'est un gros point de friction sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui finalisent pas leur panier parce qu'ils ont peur que voilà... la gestion des retours, ils te disent si ça faut que ça arrive, il va falloir que je le retourne. Voilà, et puis, comment je vais faire? Combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter? Alors nous, on a vraiment focalisé sur combien ça va me coûter, d'autant qu'aujourd'hui, si tu prends le business de PayPal, tu as 40% des transactions faites avec PayPal qui sont faites entre un vendeur et un acheteur qui ne sont pas dans le même pays. Donc tu vois, quand tu commences à retourner un produit à l'étranger, ça peut te coûter vraiment très cher. Et donc nous, on prend en charge les frais de retour. Peu importe ton achat, peu importe le pays, PayPal couvre les frais de retour postaux. Ça, c'est la proposition de valeur pour le consommateur, qui se décline avec ces trois facettes. Sachant que ce qu'il faut... Je commençais à parler de ça, mais tu as aujourd'hui en France 3,5 millions de clients qui utilisent aussi PayPal pour des remboursements, des échanges d'argent. Ce qui fait autant de personnes qui ont de l'argent, du solde sur leur compte PayPal, parce que si tu me rembourses... C'était la question que je voulais te poser. Dans quelle mesure tu peux créditer ton wallet? Est-ce que tu peux... par exemple, tu as un adolescent. Ouais. Tu n'as pas envie qu'il ait une carte, mais tu veux lui donner le moyen de payer sur Internet et tu chercherais à utiliser par exemple PayPal. Est-ce que tu peux lui créer un compte et lui mettre une somme d'argent disponible? Alors aujourd'hui, les comptes PayPal, tu dois avoir plus de 18 ans pour avoir un compte PayPal. Après, c'est des sujets qu'on regarde depuis longtemps, de pouvoir créer des sous-comptes, notamment pour des mineurs. Aujourd'hui, tu n'as pas de compte pour des mineurs. Maintenant, tu as beaucoup de parents qui vont juste simplement donner le code à leur enfant et effectivement créditer, pré-créditer. Parce qu'en fait, je te parle de crédit, parce que quand tu échanges de l'argent, en fait, est-ce que ça reste chez PayPal, le montant, imagine, je te dois 50 €, je t'envoie 50 € par PayPal. Ces 50 € ils vont arriver sur ton compte en banque ou sur le wallet PayPal? Alors, ils arrivent sur le wallet, mais tu peux paramétrer le fait que instantanément ce soit viré sur ton compte. D'accord.
Et ensuite, à tout moment, tu peux décider de revirer ton compte sur ton solde, sur ton compte bancaire. D'accord. Donc ça, c'est toi qui décides. Ok. C'est toi qui décides, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les gens, en général, vont laisser l'argent et vont le réutiliser. Parfois, souvent pour des achats plaisir. C'est aussi pour ça qu'on voit que les acheteurs PayPal sont beaucoup plus impulsifs, et sur nos acheteurs, on a des taux de conversion qui sont bien meilleurs parce qu'il y a un tiers d'entre eux qui ont du solde et qui perçoivent ce remboursement du resto comme une avance. C'est très bien que tu parles de ça, parce que maintenant, on va arriver sur la proposition de valeur pour les marchands. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça dans la proposition de valeur, mais quel est le problème que vous résolvez avec PayPal pour les marchands ? Ouais. Alors, il est en train de changer, donc je vais t'en parler, mais effectivement, depuis l'origine, donc PayPal, on a 20 ans, le problème qu'on permettait de résoudre, c'était, avoir accès à des acheteurs à travers le monde, puisqu'aujourd'hui, PayPal, c'est 300 millions de clients partout dans le monde. Et c'est vrai que on s'en rend pas bien compte, nous Français, mais en gros, chaque individu dans n'importe quel pays dans le monde a à peu près sa propre façon de payer. Donc, tu as des gens qui préfèrent payer à la livraison en cash, des gens qui payent avec des cartes prépayées comme en Italie, en Allemagne... Sur facture. Voilà, en Allemagne, c'est sur facture. Aux Pays-Bas, tu as iDeal, donc tu as des moyens de paiement complètement locaux. Donc, finalement... Et on le voit de plus en plus parmi les petits business aujourd'hui, l'international devient un sujet est un sujet sur la table assez rapidement. Et quand tu veux vendre à l'international, tu n'as pas que le fait de pouvoir livrer ton produit si tu vends des biens tangibles, tu as aussi le fait d'accepter les moyens de paiement préférés de tous ces gens. C'est la localisation. À travers le monde. Et en fait, ce que tu t'assures déjà avec PayPal, c'est que tu offres le moyen de préféré des gens, en tout cas qui ont un compte PayPal, pour ces 300 millions de gens, parce que dans ton wallet PayPal digital, donc en France, les gens joignent leur carte bancaire ou leur compte, mais justement, tous ces moyens de paiement alternatifs, dans les autres pays, les gens les ont à l'intérieur de leur compte c'est PayPal. C'est Klarna en Allemagne, c'est iDeal aux Pays-Bas, c'est quoi ? C'est ça C'est ça, puis c'est justement le paiement sur facture en Allemagne. C'est Klarna. Alors non, on a un paiement sur facture. Ah, vous avez un paiement sur facture. PayPal. Voilà. Donc en fait, voilà, on te donne une façon. Tu veux dire, il y a un côté universel dans l'utilisation de PayPal, et que la friction qui peut exister à devoir intégrer au cas par cas ces différents moyens de collecte du paiement. Quand tu es e-commerçant, c'est gommé par cette... Exactement. C'est gommé, et en plus de ça, on sait que les clients PayPal, au-delà du fait qu'ils ont leur moyen de paiement préféré dans leur wallet PayPal, sont des gens qui sont rassurés par la marque PayPal. Donc, tu vois, moi, j'adore rappeler que... Enfin, j'adore, ça fait un peu peur pour les e-commerçants, mais tu as toujours 80% d'abandon de panier, de taux d'abandon de panier sur les sites e-commerce. Donc, il est là aussi l'enjeu. C'est comment tu fais en sorte... Alors, peut-être que les 80 personnes qui ont abandonné le site n'avaient pas tous l'envie d'acheter, mais tu en as un certain nombre qui abandonnent pour des raisons parfois qui sont dommages pour le e-commerçant. Et en fait, on se rend compte que les utilisateurs PayPal ont des taux d'abandon qui sont beaucoup plus faibles parce qu'ils sont rassurés par la marque PayPal, parce qu'ils ont toutes ces garanties, donc ils ont l'impression que s'il se passe le moindre souci avec la transaction, il y aura PayPal qui sera là pour les aider. Ils ont du solde sur leur compte, donc voilà, ça fait un peu une avance. Donc en fait, il y a à la fois le côté universel, plug and play de la solution pour le e-commerçant, c'est ce que je comprends. L'autre, c'est vous allez favoriser le taux de conversion. Ouais. C'est l'autre proposition Exactement. de valeur. Parce qu'il y a cette réassurance. Ouais. Et tu l'as dit aussi, potentiellement, ce crédit disponible sur le wallet qui va inciter à l'achat d'impulsion plus facilement. C'est Exactement. Ça ? Et dans pas mal de pays, donc je parlais du crédit qui était un peu mon premier sujet chez PayPal. Donc crédit en tant que paiement en plusieurs fois. Ça aussi, c'est ce qu'on fait dans certains pays. Et on est en train de le déployer un peu plus largement en Europe. Donc voilà, on continue. Et moi, donc, j'ai passé 5 ans dans cette équipe produit. T'as fait d'abord sur les aspects plus financiers, puis après tu as intégré aussi des notions mobiles, exactement. des notions
expérience utilisateur. Voilà, expérience de paiement en magasin via PayPal et son mobile. Donc j'ai vraiment passé 5 ans à essayer de réfléchir à comment on continue à faire grandir la proposition de valeur de PayPal pour les consommateurs, parce que peut-être qu'on va faire le lien avec les commerçants, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait un boulevard pour PayPal, il n'y avait pas de concurrence sur ce secteur-là. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs se positionner sur les paiements. Et donc, la force de PayPal, c'est d'avoir continué à enrichir les services pour les consommateurs, donc de continuer à rester une marque qui rassure. Et puis, c'est aussi nos 20 ans d'expérience dans la gestion des risques, parce que d'un point de vue marchand, c'est aussi hyper important d'offrir un moyen de paiement qui soit simple, qui te donne accès à tes moyens de paiement locaux, mais qui aussi soit sécurisé. Alors, ça m'intéresse beaucoup que tu parles de tout ça, parce que c'est impossible de parler de tout ça sans parler d'une évolution. C'est pas une évolution, c'est une transformation, c'est une mutation du commerce tout court. On parle d'omnicanalité. Il y a Philippe Bianchi de Proximis que j'ai interviewé qui, lui, utilise un terme que j'aime bien, c'est le commerce unifié. Ouais. En fait, ça raconte tout ce terme-là, puisque ça veut dire que ton parcours d'achat, il peut commencer en ligne, se finir en magasin, et à l'inverse. Il faut que tout ça se fasse de façon la plus fluide et avec le moins de friction possible. Dans ce parcours d'achat, il y a bien entendu tous les sujets liés au catalogue produit, le choix des produits, mais il y a le checkout et le paiement. Et ça, c'est le goulot d'étranglement où on doit retirer un maximum de friction. Comment PayPal, aujourd'hui, propose de résoudre ces sujets, ces problèmes sur l'omnicanalité, parce que j'imagine que vos clients ils vous disent, bah voilà, moi j'ai mes points de vente, je vends aussi en ligne, ou les pure players qui ouvrent de plus en plus de points de vente, ou qui fusionnent avec des retailers, comme Spartoo qui a racheté André. On voit cette convergence des canaux de vente. Comment PayPal, aujourd'hui, se positionne par rapport à tout ça? Alors, on est en vraie mutation aujourd'hui sur notre proposition de valeur pour les commerçants, parce que historiquement, PayPal, on va dire pour un gros commerçant, c'était le bouton PayPal. Donc, c'était une façon de payer simple, sécurisée, rapide, mais pour, donc en France, 10 millions de clients. Donc, c'est un gros quart des acheteurs en ligne. Donc, pour un gros commerçant, PayPal, c'est un moyen de paiement pour un quart de ses clients. Pour les plus petit business, PayPal était une solution tout en un. Donc, parce que quand tu intègres PayPal, aujourd'hui, la solution telle qu'elle existait sur ton site, tu peux aussi ouvrir les cartes. Donc, tu as une solution qu'on appelle Guest, où en gros, avec un bouton PayPal, tu as un paiement email mot de passe pour les gens qui ont déjà, les acheteurs qui ont déjà un compte PayPal, et pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent payer avec leur numéro de carte, et c'est le paiement carte qui est powered by PayPal, mais derrière, c'est quand même la solution PayPal. Cette solution, on l'a fait évoluer récemment, parce que c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est quand même beaucoup plus connu sur le wallet et le bouton, d'un point de vue commerçant. Et on s'est dit, en fait, on a fait quand même énormément d'acquisitions dans ces dernières années qui nous permettent aujourd'hui d'offrir une plateforme complète sur tous les services dont tu as besoin quand tu es un commerçant et qui répondent à tous les sujets qui sont liés au paiement, donc les sujets de risque. Donc récemment, on a racheté une entreprise qui s'appelle Simility. Alors, même si PayPal est très à la pointe sur les sujets de risque, on continue à s'améliorer et à se perfectionner en intégrant des nouvelles technologies. Sur tout ce qui est conformité aussi, PayPal est complètement à la pointe, notamment aujourd'hui avec ces sujets de marketplace, où il faut prouver sa conformité. PayPal est en train de développer et aujourd'hui propose une solution pour les marketplaces, pour les paiements via le wallet PayPal, mais les paiements cartes et puis tous les autres paiements alternatifs. Donc pour les marketplaces, ça veut dire pouvoir utiliser, quel que soit le vendeur sur la marketplace, c'est ça? En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu sois un petit marchand ou un gros, tu as ce qu'on a lancé récemment qui s'appelle la PayPal Commerce Platform, qui est la plateforme qui te permet de gérer tous tes paiements. Encaissement et décaissement. Donc, encaissement, ça te permet d'accepter les paiements PayPal, mais aussi les paiements Apple Pay, iDeal, voilà, et tous les paiements cartes dans tous les pays du monde. Mais à cette plateforme, c'est aussi greffé
nos nouveaux services qu'on a aussi acquis dernièrement, qui sont la gestion du risque, la gestion de la conformité, la gestion des disbursements, du paiement des sellers de la marketplace, des vendeurs. Donc, on a racheté aussi Hyperwallet qui permet de pouvoir payer tous tes vendeurs dans leurs moyens de paiement locaux, parce que quand tu prends une marketplace aujourd'hui, tu prends... Donc là, tu travailles avec directement les éditeurs de marketplace type Mano, ou est-ce que tu vas y travailler avec des éditeurs de solutions de marketplace comme Miracle? En fait, l'idée, c'est de proposer notre service à tout le monde. Donc voilà, le service sera disponible à tout le monde. Le premier acteur avec qui on a travaillé en France et qui est le premier client de la PayPal Commerce Platform, c'est PrestaShop. D'accord. Tu vois, qui n'est pas une marketplace, mais qui a lancé aujourd'hui PrestaShop Checkout. Donc, c'est une solution de paiement pour tous les vendeurs PrestaShop qui est fournie par PrestaShop et qui peut être entièrement managé sur son interface PrestaShop. Et en fait, c'est PayPal en marque blanche. Donc, c'est PrestaShop Checkout powered by PayPal. Et donc, tous les paiements PrestaShop Checkout, c'est PayPal. C'est marque blanche grise, c'est-à-dire que c'est powered by. Ouais, voilà. C'est nécessaire pour la réassurance, j'imagine. Pas forcément. Parce que... Alors, en fait, on a souvent parlé de la réassurance pour les acheteurs. Donc, tu vois, si tu es un marchand de PrestaShop et que tu utilises la plateforme de paiement PrestaShop Checkout powered by PayPal, tu auras toujours le bouton PayPal pour tes consommateurs. Est-ce que toi, petit business sur PrestaShop, ça te rassure que PrestaShop soit powered by PayPal ? Peut-être, peut-être pas. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, c'est même built with PayPal. Mais voilà, aujourd'hui, le produit est co-brandé. Mais tu vois, c'est ce qu'on fait avec Facebook aussi et Instagram. Donc, ça n'a pas encore été lancé en Europe. Mais aujourd'hui, sur Instagram, aux États-Unis, quand tu vois des produits, tu peux acheter instantanément sur la plateforme d'Instagram sans avoir à sortir d'Instagram. Donc, si tu vois un article qui te plaît, tu as un bouton acheter sans avoir à sortir de la plateforme Instagram. Et là, typiquement, c'est en marque blanche et c'est PayPal derrière, et que tu payes avec le bouton PayPal ou avec ta carte de crédit, c'est PayPal. Tout le back-office, les tuyaux, c'est PayPal. Exactement. D'accord. Tu as été côté produit très longtemps, ce qui te donne une bonne expertise sur le produit, le consommateur. Et puis, tu as fini par prendre la direction de la France. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien, dans l'exécution du business, de devoir prendre la direction de la France ? Alors moi déjà, avant la direction de la France, j'ai pris la direction commerciale de la France. Ouais. Donc tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je voulais me rapprocher de mon monde d'ingénieur, ça a été un gros saut dans le vide. Et en fait, ça a été une super expérience pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ta casquette d'ingénieur, tu pouvais la remettre sur à peu près n'importe quel poste. Et ça m'a permis d'appréhender ce rôle de commercial à la fois avec ma connaissance consommateur, mais aussi avec ma logique et mon côté scientifique. Donc, je pense avoir pris ce job de façon complètement différente d'un pure sales. Et toujours en gardant à l'esprit que l'important, c'est aussi de créer des relations. Et donc, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de développer dans les dernières années, c'est comment rendre PayPal beaucoup plus visible. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'ai rejoint PayPal, le feedback, c'était « mais PayPal, c'est américain, c'est une boîte technologique. Voilà, on ne sent pas forcément l'ancrage dans le pays ». Et en fait, moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'on soit ancré dans ce pays, qu'on soit dans l'écosystème, à la fois l'écosystème, les associations e-commerce, qu'on soit proche de nos commerçants, qu'on soit proche de certaines industries. Donc, on fait beaucoup de choses dans tout ce qui est association monde caritatif, mais aussi sur tout ce qui est jeux en ligne. Donc, tu vois, on a essayé de prendre nos grosses industries, nos grosses verticales pour créer des événements. Alors, pas forcément pour faire parler de PayPal, mais pour faire parler l'industrie et montrer que PayPal était aussi capable de prendre des positions sur certaines industries en France. D'accord. Attends, ça me fait revenir en t'écoutant parler sur la notion justement de... je voulais te poser cette question. Tu as l'expérience mobile, enfin, il y a quelque chose sur le mobile. Ouais. Comment
avec le mobile, là je montre mon téléphone que je prends dans la main à Caroline, est-ce qu'aujourd'hui ou demain tu pourras l'utiliser et payer dans un retail point avec ça, avec PayPal? Alors aujourd'hui tu peux dans certains pays grâce à Google Pay. D'accord. Ou à Samsung Pay. D'accord. Donc il y a quelques années, quand moi je travaillais sur le sujet, c'est vrai qu'on était on travaillait sur des solutions où en fait l'application PayPal serait l'application d'entrée, telle WeChat, WeChat Pay en Chine. Et en fait, on a vu d'autres solutions se développer. On a vu Apple Pay, on a vu Google Pay, on a vu Samsung Pay. Ouais. Et je pense que l'idée, ça a été vraiment de collaborer avec ces gens-là et de se dire peut-être que c'est pas finalement PayPal qui va complètement disrupter le paiement mobile. Le paiement en magasin avec son mobile, parce que le paiement mobile, on est déjà... je veux dire en magasin. Mais le paiement en magasin, peut-être que ça va être compliqué avant que tout le monde ait le réflexe d'ouvrir la PayPal pour acheter sa baguette dans une boulangerie. En revanche, il y a déjà des gens qui sont dessus. Et puis en plus, il y a un vrai sujet avec le mobile de maîtriser ou l'OS du mobile ou le téléphone, que ce soit un Google ou un Samsung. Comment ça marche avec un Google ou un Samsung? Donc, du coup, parce que aujourd'hui, la façon avec laquelle ça fonctionne, il se trouve que j'ai un Samsung, j'enregistre ma carte bancaire dans l'application Samsung Pay et après, je peux payer avec le téléphone qui est directement lié avec ma carte, donc mon compte. Ouais, et bah du coup, avec PayPal, ça marche de la même manière, sauf qu'au lieu de choisir ta carte, quand tu rentres ton numéro de carte, tu choisis PayPal. Okay. Donc, c'est pas encore en France. Non. Mais par exemple, c'est live en Allemagne. Et typiquement, en Allemagne, où Google Pay ne fonctionne qu'avec des cartes et les Allemands préfèrent payer avec leur compte ou sur facture, et tu as un taux d'adoption de PayPal sur Google Pay qui est énorme parce qu'on permet à Google Pay de toucher beaucoup plus de gens et de leur permettre de payer avec le moyen de paiement de leur choix. Hyper intéressant. Merci de répondre avec autant de transparence parce que c'est vrai que c'est une façon intelligente, je pense, d'arriver dans le retail en utilisant ces solutions déjà déployées qui, en termes de déploiement, ont une longueur d'avance. Enfin, je veux dire, c'est... quand tu maîtrises le téléphone ou l'OS, en fait, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et ça a été vraiment un aspect très, très clair dans la stratégie de notre CEO aussi, de nouer des alliances et de ne pas être en compétition parce que les paiements, que ce soit offline, c'est un marché énorme. Donc, de toute façon, il y a assez de place pour beaucoup d'acteurs. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait une vraie valeur à être considéré comme un partenaire. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait des gros revirements de position avec des Visa, des Mastercard, des banques, où finalement, les gens nous considèrent aujourd'hui comme des partenaires et pas des concurrents. Donc, on va toujours essayer de se dire, tiens, comment on peut aider tous ces gens à améliorer leur expérience grâce à PayPal, et le fait aussi qu'on revienne sur cette commerce plateforme en se disant est-ce qu'on n'est pas aussi l'operating system de tous les sites, l'operating system de paiement de tous les sites qui veulent avoir une expérience de paiement robuste, solide, avec les 20 ans d'expérience qu'on est finalement les seuls à avoir sur le e-commerce, plutôt qu'à pousser notre marque partout où on le peut, alors qu'il y a déjà des marques extrêmement fortes et qu'il y a une vraie valeur dans les alliances. Mais alors, tu amènes de façon tout à fait fluide la question sur ton nouveau poste, puisque merci d'avoir apporté ta contribution dans tout cet échange-là pour expliquer PayPal, le wallet, le concept même de wallet et comment les choses évoluent. Ça, on l'a bien vu. Pour arriver sur la fin de cet entretien, justement, c'est quoi ton nouveau challenge au niveau global pour PayPal? Donc, tu n'es pas cantonné à un territoire, mais global, sur les aspects, donc tu disais, marketing et partenariat. C'est quoi ta lettre de mission qui va commencer en début d'année, en fait. En début d'année. Donc déjà, j'avais un challenge personnel de ingénieur dans le marketing. Tu vois, après avoir cassé le tabou du commercial, je vais au bout de la logique. Donc non, je suis assez contente de rentrer dans une nouvelle division. Donc je vais bosser avec notre directrice marketing mondiale pour m'occuper de tous nos partenariats. Donc les partenariats chez PayPal, tu as
à la fois les grandes plateformes B2C, donc on en a cité quelques-uns, Uber, Netflix, Airbnb, Facebook. Tu as les plateformes plutôt B2B, donc les PrestaShop, Shopify, donc toutes les plateformes qui nous permettent de continuer à acquérir des nouveaux marchands, parce qu'aujourd'hui, c'est quand tu vas créer ton site sur PrestaShop que PrestaShop te dit n'oublie pas le bouton PayPal, ou alors prends ma solution PrestaShop Checkout et tous les paiements seront processés par PayPal. Mais donc c'est grâce à des gens comme ça qu'on continue aussi à acquérir des nouveaux marchands plus petits. Et tout ce qui est aussi banque. Donc, j'ai parlé de Visa, Mastercard. On bosse avec énormément de grosses banques aux États-Unis. Alors, on bosse avec les banques partout dans le monde, mais on a des partenariats qui sont encore plus forts dans certains pays. Tu vois, aux États-Unis, les gens ont 3 cartes de crédit. Donc, entre un Chase, un Discover, un Citi, un Amex, tout le monde se bat pour que leur carte soit la carte préférée du compte PayPal. Donc, tu en as même qui payent des programmes de cashback à leurs clients pour qu'ils puissent lier leur carte à leur compte PayPal comme carte préférée. Donc, du coup, voilà, il y a pas mal d'argent sur la table. Ça, c'est une particularité qui est très américaine. Oui, exactement. Et puis, tout ce qui est, on parlait des associations caritatives, tout ce qui est aussi toutes les grosses associations qu'on soutient. Pour le fundraising. Voilà. Donc, ça, c'est mes gros partenariats. Et l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment... Alors, c'est des acteurs avec lesquels on fait déjà du business. Mais mon rôle, ça va être de faire en sorte qu'on crée encore plus de valeur et qu'on crée des synergies. Comment on fait en sorte de permettre l'accès à notre base de clients, de 300 millions de clients à travers le monde, mais aussi de continuer à grandir grâce aux bases de clients de ces acteurs-là. Comment on crée de la valeur pour nos clients finaux, que ce soit des consommateurs, des marchands. Qu'est-ce qu'on peut continuer à leur offrir? Est-ce qu'il y a des choses... Aujourd'hui, PayPal, on a eu la chance d'être une solution un peu one size fit all, où en gros, ce que je t'ai décrit, les 3 protections en une, finalement, peu importe le pays où tu es, peu importe ton activité e-commerce aujourd'hui, tu vas avoir accès aux mêmes services. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une valeur à faire des choses un peu différentes pour des plateformes privilégiées? Donc voilà, c'est toutes les choses auxquelles tu vas t'atteler. Voilà. Concrètement, tu vas travailler avec les équipes PayPal de différents pays. C'est comment les choses s'articulent où tu. Ouais. Je vais travailler. Donc, tu as des relais dans les pays. Global. Ouais, donc, c'est ça, les équipes globales, mine de rien, elles restent quand même assez souvent basées aux États-Unis, que ce soit en Californie ou à New York. Et après, j'aurai des relais dans les pays. Et typiquement, quand tu montes un partenariat avec un Google Pay ou avec Facebook. L'idée, c'est de toucher un maximum de pays, ou tous les pays où on est présent ensemble, voire ouvrir des pays ensemble. Donc, il y a vraiment un relais aussi dans les pays pour s'assurer qu'on exécute, pas uniquement aux États-Unis. Et je pense que c'était aussi l'intérêt pour eux de me faire venir. C'est le côté à la fois régional, local. Donc, je pense local avant de penser global, puisque j'étais dans un pays. Mon expérience commerciale, mon expérience produit, maintenant dans une équipe marketing, si on veut créer... des nouveaux services pour certaines plateformes, on va devoir travailler avec le produit. Et puis, il faut aussi comprendre les discussions, les relations commerciales qu'on a avec ces acteurs avant d'imaginer qu'on puisse faire France, c'est un pays qui a quelle taille à l'échelle du monde pour PayPal? Alors, la France, c'est le 4e pays pour PayPal dans le monde. Et c'est le 3e pays européen et le 4e dans le monde. Ouais, donc US, UK, Allemagne, France. OK. Ouais. Un ordre assez logique qu'on retrouve un peu partout. Exactement, mais avec... finalement un gros gap quand tu prends le UK et la France, parce que nous, un chiffre qu'on regarde assez souvent, c'est la digitalisation du commerce. Et quand tu regardes en Angleterre, tu as 20% des achats qui sont digitalisés maintenant, alors que c'est à peine 9% en France. Donc ça nous montre que la France fait partie des pays matures de PayPal, mais avec un potentiel de croissance encore vrai potentiel, fort. Exactement. Si on pense qu'un jour on va rattraper... C'est intéressant de comparer le UK et la France, parce que ce sont 2 économies qui ont à peu près la même taille en termes de PIB, la même population, qui sont centralisées autour de Londres pour le UK, de Paris pour la France. C'est vrai que ça fait du sens de comparer ces 2 pays-là. Ouais, et en fait, quand tu y penses, c'est quand même assez dingue que l'Angleterre soit 2 fois plus digitalisée sur la partie Mais c'est le pays le plus mature au monde, en fait, en termes de digitalisation. Oui, et puis tu as toutes les plateformes américaines qui sont déjà en Angleterre, parce que c'est très facile. Non, mais les comportements d'achat, ils sont encore plus matures qu'aux États-Unis. Tu as raison, tu as les comportements d'achat qui sont aussi, même avec toute l'utilisation du crédit, des cartes de crédit, le fait d'avoir plusieurs cartes de crédit dans son portefeuille, on en parlait aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en Angleterre.
Écoute, merci Caroline pour cet échange. Avant de conclure définitivement, comment on peut te suivre? Est-ce que c'est LinkedIn, Twitter, Facebook? LinkedIn, on ne peut pas se tromper. Okay. Et puis je réponds. Ouais, je réponds à je tout. confirme, tu réponds. Merci encore Merci à toi. Caroline. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ceux qui utilisent Apple Podcast, merci de noter 5 étoiles, pas 4, 5, sinon ça ne sert à rien. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire au travers de la page contact du site lesdigitaldoers.com. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.